En ce moment, on entend pas mal parler des interfaces cerveau-machine. Entre Elon Musk et sa société Neuralink, qui ont enfin pu tester leurs implants sur un premier patient humain, ou encore Jeff Bezos et Bill Gates, qui ont récemment soutenu financièrement Synchron. On sent bien que l'intérêt apporté à cette technologie évolue de plus en plus. Et pourtant, bien que pas mal de choses avancent et que cette technologie évolue, on n'a en réalité que des bribes d'informations, et rien de réellement complet, à moins de se renseigner. Et c'est là qu'intervient cette vidéo. Mais avant tout ça, laissez-moi vous expliquer très simplement et très rapidement ce que c'est qu'une interface cerveau-machine. Une interface cerveau-machine, alias BCI pour Brain Machine Interface, c'est un système qui va permettre à un utilisateur de communiquer à une machine grâce à son cerveau. L'utilisateur va donc pouvoir exécuter des tâches comme déplacer le curseur d'une souris, mais on va aussi pouvoir les utiliser pour aider à guérir des maladies neurologiques ou permettre à des personnes paralysées de repouvoir interagir avec leur environnement. Et alors tout ça c'est incroyable, mais vous vous demandez sûrement comment cette technologie va faire pour tout bouleverser. Et je vais vous le dire, mais avant de parler de tout ça, laissez-moi vous raconter son histoire. Année 1960-1970, les chercheurs se lancent dans une quête qui paraît inimaginable pour l'époque, celle de réussir à communiquer avec les ordinateurs à l'aide de nos cerveaux. Ceci étant l'objectif ultime, un des autres objectifs qu'ils ont sont aussi de réussir à aider les personnes à mobilité réduite. Déjà qu'à notre époque, savoir que c'est possible, c'est déjà très impressionnant, à l'époque ça l'était encore plus. Et ça va leur prendre quelques temps, mais ils vont commencer dans la fin des années 60 à comprendre comment ils pourraient arriver à leur fin. À partir du début des années 70, ils vont enfin commencer leur expérimentation. Au vu de la prématurité de la technologie, les chercheurs ne peuvent pas demander à des êtres humains de se porter volontaires. En cas d'échec, ça créerait énormément de scandales, et pour une technologie qui commence à apparaître, c'est vraiment pas bon. C'est pourquoi ils vont avoir une autre idée, une solution pour pouvoir commencer les expérimentations. Ils vont utiliser un animal qui est assez proche de l'homme, les singes. Sauf que voilà, on entraînait des singes pour qu'ils puissent rester assis et se concentrer sur une tâche particulière pendant un long moment, et c'est pas si facile que ça. Les chercheurs vont vraiment galérer. Et c'est pour ça qu'au début, Jacques Vidal, qui est un des pionniers dans la recherche pour les BCI, dira que les recherches avec les singes, c'était dans un sens assez frustrant, car ces derniers étaient souvent distraits et bougeaient beaucoup, un petit peu de partout. Mais bon, les chercheurs vont persévérer à fond, et ils vont finir par trouver des moyens d'améliorer la qualité des signaux de leurs enregistrements de l'activité neuronale, en augmentant le nombre d'électrodes ou encore en enregistrant ces dernières plus profondément dans la structure cérébrale. Le temps est passé et maintenant on est dans les années 90. Et depuis les années 70, les chercheurs ont fait pas mal de progrès. Par exemple, certaines nouvelles technologies commencent à être développées comme l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, qui va leur permettre d'étudier avec plus de précision le fonctionnement du cerveau. Ils vont aussi se mettre à commencer à faire des interfaces cerveau-machine qui seraient utilisables par un être humain. Et oui, enfin, il était temps. Parce que depuis ce temps-là, c'était toujours utilisable, mais que par des animaux. Puis de grandes percées vont avoir lieu. Comme par exemple Jonathan Walpole et son équipe qui ont réussi à montrer qu'il était possible d'utiliser les interfaces cerveau-machine pour contrôler un curseur sur un écran d'ordinateur. Et oui, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis pas mal de temps. C'est pas nouveau avec Neuralink. Et toutes ces découvertes vont jouer un assez grand rôle sur la suite du développement des interfaces cerveau-machine, en ouvrant un champ de possibilités énormes pour tout ce qui va être possible d'accomplir grâce à cette technologie. Et puis le temps continue de passer, et on arrive aux années 2000, et plus largement au 21e siècle. Et là, tout commence à vraiment s'accélérer, notamment grâce à la conception d'algorithmes qui ont permis d'obtenir des signaux plus propres, plus précis, et donc meilleurs que ce qu'on avait par le passé. Grâce à tout ça, les BCI ont commencé à devenir plus accessibles au grand public, permettant des utilisations médicales pour des personnes à mobilité réduite, mais aussi pour des utilisations plus banales, comme l'amélioration de la concentration via des casques, comme par exemple le casque Crown de Neurosity, qui va augmenter votre concentration en détectant vos ondes cérébrales, les analyser et jouer de la musique pour vous aider à entrer dans la zone. Et du coup, de plus en plus de chercheurs se sont mis à s'intéresser à cette technologie, mais aussi d'entreprises ou même d'organisations telles que l'Union Européenne. Grâce à ça, automatiquement, tout va aller plus vite. Et on va voir la naissance de plein de projets,
tout aussi intéressants et excitants les uns que les autres. Parmi tous ces projets, on peut citer le Human Brain Project, un projet financé par l'Union européenne, et qui est d'ailleurs le projet qui lui a coûté le plus d'argent, cette dernière ayant investi plus de 500 millions d'euros. Il a duré 10 ans, du 1er octobre 2013 au 31 septembre 2023. Un projet qui a eu pas mal de critiques tout au long de sa réalisation, à cause de l'orientation des objectifs des scientifiques qui se sont retrouvés déviés et qui ont finalement été réévalués. L'un des résultats de ce projet est un atlas du cerveau extrêmement bien détaillé, ce qui va pouvoir aider les personnes dans le milieu hospitalier à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et donc mieux prendre en charge certaines maladies telles que l'épilepsie. Alors il faut savoir que cet atlas est disponible en ligne, on peut tous y accéder normalement, mais de mon côté, la page ne se charge pas. Et si, je suis en plein montage et au final, je me suis rendu compte que la page marchait enfin. Et donc un atlas, ça ressemble à ça. Alors là, c'est l'atlas d'un cerveau humain, mais il y a aussi celui d'un singe et de plein d'autres choses. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon, je vous mets tous les liens en description. Et si du côté de l'Union européenne, on a investi pour comprendre le cerveau, chez les Américains, c'est pareil. Ils ont un projet qui ont débuté en 2018, sous le nom de N3. Alors le projet il n'est toujours pas fini, on ne sait pas exactement encore ce qu'ils ont réussi pour l'instant, mais on sait ce qu'ils veulent faire avec ce projet. Le but est de réussir à développer une interface cerveau-machine bidirectionnelle de haute résolution pour des militaires avec un corps valide. En gros, pour faire beaucoup plus simple, une interface cerveau-machine qui permettrait au cerveau de communiquer avec la machine, mais qui permettrait à la machine de communiquer aussi avec le cerveau. Et tout ça avec des signaux de bonne qualité et sans implant. Tout ça pourrait permettre aux militaires de contrôler des drones en étant en même temps sur le terrain, recevoir toutes les informations directement et serait utilisable par tout militaire vu qu'il n'y aurait pas d'opération à faire, vu qu'il n'y aurait pas d'implant. Alors je vous ai parlé de certains projets, mais on a aussi des entreprises qui ont commencé à se lancer dans le domaine des BCI, comme par exemple la fameuse entreprise d'Elon Musk, Neuralink. Neuralink a été lancée en 2016, et son but final c'est de pouvoir aider à améliorer l'être humain pour pouvoir résister contre l'intelligence artificielle quand ce dernier aura pris le dessus sur l'humanité. Un objectif un petit peu culotté en réalité quand tu regardes les entreprises qui fait à côté, comme par exemple XAI, qui a pour but de développer des intelligences artificielles. Enfin bref, Neuralink a récemment obtenu l'autorisation de tester ses implants sur un patient humain, et cette personne s'appelle Noland Arbog. Et on a vu ce qu'il a pu faire grâce à l'implant. Il a pu jouer à des jeux vidéo, comme les échecs, ou quand même à Mario Kart. Mais laissez-moi remettre les choses un peu à leur place. Si vous avez bien écouté tout à l'heure, ça fait déjà plus de 2 décennies qu'on sait bouger un curseur grâce aux interfaces cerveau-machine. Et en fait, même jouer à un jeu vidéo, comme vous le verrez un petit peu après, ça a déjà été fait il y a quelques années. Donc l'exploit de Neuralink, c'est pas de réussir à jouer à des jeux vidéo, comme peuvent le dire certains articles. Leur exploit, ça se situe surtout autour de la technologie utilisée et la façon de l'implémenter. Mais comme je l'ai dit juste avant, ça fait déjà quelques temps qu'on sait jouer à certains jeux vidéo grâce à des interfaces cerveau-machine. Alors bien évidemment, on est très loin de Sword Art Online, mais il y a un début à tout. Et ça a été réalisé par une entreprise du nom de BlackRock Neurotech. Alors je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas je sais que celle-là y est parvenue. Et elle, existe depuis bien plus longtemps que Neuralink. Elle est là depuis 2008. Donc vous vous doutez bien que si elle est là depuis bien plus longtemps, ça fait aussi bien plus longtemps qu'elle a eu l'autorisation de faire ses tests sur des êtres humains. Et donc ils ont eu plusieurs volontaires, et parmi ces volontaires, on retrouve notamment Nathan Copeland, qui s'est retrouvé paralysé suite à un accident de voiture en 2004. Grâce à son implant, Nathan a pu rejouer par exemple à Pac-Man, mais aussi à Final Fantasy XIV, ou encore même ressentir la sensation du toucher via un bras robotique. Il a même pu serrer la main de Barack Obama, tout ça en ayant la sensation du toucher via son bras robotique. Si ça vous intéresse, Nathan a une chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver, je l'ai mis quelque part dans la description. Alors je vous ai parlé de la chaîne YouTube de Nathan, mais il y a un site dont je voudrais vous parler aussi, ça s'appelle neurafuture.com, et c'est le site d'un projet du MIT. Alors ce site est très intéressant je trouve, et ça vaut le coup de jeter un coup d'œil, parce qu'en fait ça répertorie absolument tout, ou en tout cas presque tout, les BCI qui existent dans les œuvres de fiction, donc que ça soit des films, des séries, des animés, etc. Donc par exemple des BCI qui sont dans Les Mignons, il y a dans Sword Art Online, Dark Angel, il y a aussi Rick et Morty dans Les Simpsons si je me trompe pas, Starcraft, Halo Alpha, il y a vraiment plein de trucs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes dans ce qu'ils font, donc là, c'est dans Rick et Morty, il y a un casque qui peut lire les émotions. Le reality factor n'est que de 7%, c'est-à-dire le facteur de réalité du fait que ce BCI pourrait arriver dans la vraie vie, c'est de 7%. Et si on doit y arriver, ce serait d'ici 135 ans.
Donc bon, on peut relativiser sur certaines choses qui pourraient paraître un petit peu dystopiques. Et franchement, il y a pas mal de trucs assez sympas. Il y a certains trucs on se rend compte que, en fait, c'est pas si impossible que ça à faire. Et je voulais vous partager ce site. Si vous voulez aller voir, le lien est dans la description aussi. Et alors oui, les interfaces cerveau-machine, c'est vraiment bien et on peut faire plein de choses avec. Mais alors, pourquoi je vous dis que ça va tout révolutionner ? Alors, avant de commencer, je tiens à préciser quand même que ce que je vais dire se base sur ce qui est réalisable dans un futur plus ou moins proche. C'est-à-dire que ça peut être réalisable dans 10 ans comme dans bien plus longtemps. Mais je vais pas donner d'estimation d'année puisque ça serait mentir. On le sait pas, on peut pas deviner quand ça va arriver exactement et dire n'importe quoi, en tout cas mentir sur des dates, c'est pas le but de cette vidéo. Alors pour comprendre cette technologie et pour comprendre pourquoi elle va tout révolutionner, il faut d'abord se rendre compte que notre cerveau, il envoie des informations à nos membres et que nos membres, eux, envoient des informations aussi à notre cerveau. Grâce à ces infos transmises au cerveau, on peut toucher, voir, entendre, sentir, etc. Et lui, de son côté, le cerveau, il va envoyer les messages à nos membres pour pouvoir, par exemple, bouger nos bras, marcher. Et du coup, avec une interface cerveau-machine, on va un petit peu comme pouvoir étendre ce processus. Notre cerveau transmettra des informations à une machine et elle, la machine, aura aussi la possibilité de transmettre des informations à notre cerveau. Et du coup, en sachant tout ça, on se rend compte que, en imaginant un petit peu comment ça pourrait devenir, il y a plein d'objets de notre quotidien maintenant qui vont se finir par se faire remplacer, et surtout des objets qu'on ne verrait pas dans notre quotidien maintenant, et bien qui vont apparaître bien plus souvent dans notre quotidien dans les futures années à venir. Par exemple, si on prend la réalité augmentée, c'est assez dur en ce moment pour la réalité augmentée avec les écrans, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, comme par exemple le soleil, etc. Et aussi, on a du mal à avoir un bon FOV. FOV pour Field of View. Et du coup, avec les interfaces cerveau-machine, ça balayerait tous ces soucis. Vu que du coup, toutes les informations seraient directement transmises au cerveau, pas besoin d'écran. Et au final, en fait, quand on réfléchit bien, ce n'est pas que la réalité augmentée que ça va changer. Ça va aussi changer les téléphones, qui du coup se retrouveraient leur usage plus si intéressant que ça, et aussi tout ce qui concerne les écrans de manière générale qui pourront être facilement remplacés. Ce qui permettrait aussi un assez grand gain de place. Pas besoin d'écran d'ordinateur sur le bureau, pas besoin de télé, pas besoin de téléphone, et j'en passe. Et pareil pour tout ce qui est casque et écouteurs, on n'en aurait plus besoin, étant donné qu'on pourrait directement envoyer la musique dans le cerveau. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en gros ça pourrait juste nous permettre d'écouter de la musique sans avoir d'écouteurs ou de casque. Et les consoles aussi pourraient se retrouver remplacées, du moins en grande partie, pas forcément entièrement. Souvent on voit ce débat de quel est l'avenir des consoles. Et personnellement, je pense que le futur des consoles, ce sera les interfaces cerveau-machine. En fait, non, pas les interfaces cerveau-machine, mais la réalité virtuelle qui serait aidée des interfaces cerveau-machine. On pourrait juste totalement être immergé dans le jeu, mais pas comme la réalité virtuelle de maintenant, avec des écrans, mais un petit peu comme dans certaines œuvres de fiction, du style Sword Art Online, Axel World, ou encore même on peut l'apercevoir à un moment dans le film Ready Player One. Alors, je sais que ce genre de choses, ça fait un petit peu débat, et ça va peut-être en trigger certains d'entre vous, mais en fait, c'est quelque chose de totalement réalisable. Il suffit de voir la vidéo que j'ai mis plus tôt avec Nathan qui joue à Final Fantasy XIV. Alors, évidemment, il n'a pas les sensations, il peut juste bouger son personnage, mais on se rend compte que on sait déjà faire quelque chose. Alors, ce sera pas forcément dans un futur très proche, mais je pense qu'il y a un moyen qu'on puisse voir ça. En tout cas, c'est une des applications qui pourrait être faite avec les interfaces cerveau-machine. D'ailleurs, j'ai dit que ça remplacerait en grande partie les consoles, et pas toutes les consoles, car comme maintenant, on aura aussi sûrement des gens qui préféreront jouer avec des consoles plus traditionnelles, car il y a toujours une communauté qui préfère un petit peu tout ce qui est rétro. D'ailleurs, ce principe marche pour les consoles, mais ça marche aussi pour les jeux. Il suffit de voir World of Warcraft classique, qui marche extrêmement bien, et qui a pourtant plus de 20 ans. Enfin, en tout cas, la version de base du jeu a 20 ans. Et du côté médical, on verra de plus en plus de personnes avec des membres robotiques. Des personnes qui auront été amputées de la main, qui se retrouveront avec une main robotique, mais aussi des personnes qui auront une jambe ou alors même un bras robotique et qui pourront surtout le contrôler comme un membre à part entier de leur corps. Des personnes paralysées pourraient réussir à remarcher, des personnes sourdes pourraient réussir à re-entendre et surtout des personnes aveugles pourraient réussir à revoir. Mais attention, malgré le fait que cette technologie peut faire des choses incroyables, on n'est pas à l'abri de problèmes, notamment des problèmes de sécurité. Comme vous le savez, cette technologie a la possibilité d'agir sur le cerveau, et donc mise entre de mauvaises mains, ça peut faire énormément de dégâts. Imaginez, vous vous promenez tranquillement, et d'un coup il y a quelqu'un qui pirate votre BCI,
et se met à jouer Rick Astley en boucle à fond dans votre cerveau. Ça serait un petit peu embêtant. Ouais, c'est pour ça qu'il est important d'essayer de prévoir ce genre de problème pour pouvoir les prévenir. D'ailleurs, c'est pour ça que, à mon sens, les BCI invasives doivent être exclusivement réservées à des fins médicales. Et que pour le grand public, dans le futur, quand ce sera prêt, ce sera surtout les BCI non invasives qui devraient être utilisées, rien que pour des questions de sécurité. Car oui, en cas de problème, il est toujours plus facile d'enlever un casque ou un bracelet. Petite interruption, mais oui, il existe des BCI sous forme de bracelet. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais notamment il y en a un qui est développé par Meta, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, plutôt que d'enlever une puce qui est fourrée dans ta boîte crânienne. Mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut vivre dans la peur de ce qui va se passer. Il y a plein de gens qui travaillent sur tout ça pour justement que ces problèmes n'arrivent pas, et ce genre de choses finiront par forcément être encadrées. Surtout que derrière une chose mauvaise, on peut toujours trouver des dizaines ou des centaines de choses positives. De base, j'avais commencé une série de vidéos que je voulais porter sur les problèmes de, et celle-ci devait être sur les problèmes des interfaces cerveau-machine. Mais avec du recul, j'ai préféré voir les choses sur un autre angle et parler d'abord en priorité de ce qui va, et après mettre en garde. Car déjà qu'avec les médias traditionnels on se retrouve bombardé d'informations négatives, ça serait dommage que sur YouTube aussi, on se mette à parler que du négatif, alors qu'en vrai, on est aussi entouré de positifs.